console coincée entre les jambes d'une femme, un crocodile qui rappe, une grand-mère qui joue à Quake, les années 90 c'était une époque bénie pour la pub du jeu vidéo. Bénie parce que personne savait vraiment ce qu'il faisait et que ça donnait des résultats pour le moins assez extraordinaires. Et le capiné, aujourd'hui on plonge dans le top 10 des pubs du jeu vidéo français tellement ratées qu'elles sont devenues cultes. Accrochez-vous parce que certaines risquent de vous laisser sans voix. On commence en douceur avec Sega en 94. La 32X, c'est l'extension 32 bits de la Mega Drive. Une idée déjà discutable sur le papier. Mais la pub, elle est dans une catégorie à part. On y voit une certaine Natacha, allongée de façon suggestive, avec la console coincée entre ses jambes. L'expression sur son visage laisse peu de place à l'interprétation. Ce qui est fascinant, c'est que Sega a regardé ce visuel, a hoché la tête, et a dit « Ben oui, c'est exactement le message qu'on va envoyer pour vendre notre extension de console, en 94, dans des magazines, lus par des enfants. » Bon, spoiler, hein, la 32X a quand même été un flop commercial monumental. Peut-être que la pub elle y est pas pour rien d'ailleurs. Nintendo 1989, la Game Boy vient de sortir. C'est une console portable révolutionnaire pensée pour les enfants et les familles. Et pour la vendre, Nintendo choisit ce slogan. Plus de fun qu'un furet descendant dans votre pantalon. Je vous laisserai écouter ça 30 secondes. Un furet dans le pantalon pour des enfants. Non, non, non! La pub, elle montre un jeune garçon qui a l'air très enthousiaste par sa Game Boy. Faut pas le furet, je sais pas trop. Hein. Alors, ce qui est certain, c'est que quelqu'un dans le service marketing de Nintendo a proposé cette idée et que tout le monde autour de la table a dit Oui! Oui! Oui, 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 et oui! ah, c'est ça moi qui me fascine dans ces pubs. C'est pas la pub en elle-même, hein, mais c'est de m'imaginer la réunion où personne a trouvé ça bizarre sur le moment. On est dans les années 2000 et Ubisoft sort F1 Racing Championship sur PlayStation, Dreamcast et Nintendo 64. Un jeu de simulation de Formule 1, tout ce qu'il y a de plus classique, vous me direz. Et pour le vendre, leur équipe créative pond cette punchline. Cette simulation va en abuser plus d'une. Abuser dans une vidéo pour un jeu vidéo en 2000. Ouais. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'est le visuel. Une femme en tenue suggestive avec un aspirateur à la main sur un tapis rose bonbon. Parce que quand on pense Formule 1, on pense bien évidemment à faire le ménage. Ce qui rend cette pub particulièrement remarquable, c'est qu'elle cumule quand même deux niveaux de ratage. Le sexisme évident d'un côté et le fait qu'elle a absolument avec le jeu qu'elle est censée vendre. C'est un exploit. C'est littéralement un exploit. On est en 1996 et Nintendo lance la Game Boy Pocket, une version compacte et affinée de sa console portable. Et pour la promouvoir dans la presse française, ils choisissent cette mise en scène. Assez basique. Une femme, point lié à la tête d'un lit, et on devine aisément du coup un homme dans le coin de la pièce, console dans la main. Le slogan, sérieusement distrayante. Nintendo, la marque familiale par excellence, celle qui a mis Mario et les enfants au centre de tout, et qui a choisi cette image pour vendre cette console portable. Bon, ce qui est troublant là-dedans, c'est que personne ne semble avoir levé la main dans la réunion pour dire que c'était peut-être une mauvaise idée. Le visuel, il a été validé, imprimé et distribué dans les magazines. C'est peut-être la pub qui illustre le mieux le grand écart de l'époque. Une industrie qui voulait paraître adulte et cool d'un côté sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire de l'autre. On est en 95, Sony lance la PlayStation en France. Et pour créer le buzz, ils font quelque chose d'assez audacieux. Ils financent eux-mêmes une fausse campagne contre leur propre console. Le comité anti-PlayStation débarque dans les magazines avec des visuels alarmistes qui mettent en garde contre cette machine du diable. Les arguments sont volontairement absurdes, les visuels sont catastrophistes, et le ton est celui d'une association de parents paniqués. Le problème, ou le génie, ça dépend comment on le voit, c'est que la campagne ressemblait tellement aux vraies associations anti-jeux vidéo de l'époque, comme Famille de France par exemple, que beaucoup de gens ont cru que c'était réel. Sony avait compris quelque chose que peu de marques osaient faire à l'époque. La meilleure pub pour un produit cool, c'est de montrer que les gens pas cool la détestent.
Amstrad, quelque part dans les années 80-90, pour vendre leur ordinateur personnel, ils ont eu une idée créative, voire même audacieuse. Un crocodile qui rappe. Mais pas n'importe quel croco, attention. Un crocodile en tenue hip-hop devant un mur taillé qui s'adresse à un jeune geek en t-shirt fluo. Le tout avec un nom de produit bourré de chiffres. Parce qu'à l'époque, plus il y avait de chiffres, plus le produit semblait puissant. Bon, ce qui est magnifique dans cette pub, c'est qu'elle essaye désespérément d'être cool. Le rap, le street art, mais qu'elle manque sa cible tellement loin qu'elle en devient presque touchante. Ça, c'est l'équivalent publicitaire d'un adulte de 45 ans qui utilise de l'argot pour paraître jeune. Et pourtant, quelque part, on adore. On est quelque part dans les années 90 et A Link to the Past vient de sortir sur Super Nintendo. C'est l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Et pour le vendre, Nintendo a choisi un angle un petit peu particulier. La pub a posé une question. Combien de temps vous faudra-t-il pour finir Zelda 3? Et l'image qui illustre cette question est un visuel cryptique, voire même énigmatique, qui ressemble davantage à une affiche de film d'auteur qu'à une publicité pour un jeu vidéo. Ce qui est fascinant, c'est que Nintendo avait entre les mains l'un des jeux les plus beaux visuellement de son époque, et ils ont même pas choisi de le montrer. Pas une seule capture d'écran, juste une question et une image chelou. C'est le genre de pub qui vous donne envie de demander « Mais c'est quoi ce jeu ?» Ce qui est peut-être exactement l'objectif. Accidentellement brillante ou volontairement bizarre? On ne saura jamais. En 96, Quake sort sur PC. C'est gothique, violent, sanguinolent. ID Software venait de prouver qu'il pouvait faire encore plus brutal que Doom, qui était déjà un truc assez risqué. Et pour promouvoir ce jeu en France, quelqu'un a eu l'idée de mettre en scène une grand-mère entourée de ses petits-enfants. Une grand-mère souriante, des enfants joyeux et le logo Quake partout. L'image, elle est tellement en décalage avec le contenu du jeu qu'on se demande si c'est une erreur ou une performance artistique. Est-ce que l'agence de pub avait même ne serait-ce que joué au jeu? Est-ce qu'ils savaient ce qu'était Quake? Ça restera un mystère. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette pub, elle a dû provoquer des conversations quelque peu difficiles dans des foyers français. Quand deux enfants ont demandé à leur grand-mère de leur acheter ce jeu sympa avec mamie dessus. Street Fighter 2 sur Super Nintendo, c'est quand même l'un des jeux les plus populaires de son époque. Des combats intenses, des personnages iconiques, une licence mondiale. Et pour illustrer tout ça dans la presse française, l'agence créative choisit de montrer un homme plâtré de la tête aux pieds. Pas de Ryu, pas de Hadoken, juste un homme dans un plâtre intégral, bras cassés, jambes cassées, tête bandée. Le message, il était censé exprimer l'intensité des combats. Un peu se comprendre. Ce qui est fascinant, c'est que cette image était supposée donner envie d'acheter le jeu. Regardez comme c'est violent! Vous aussi, vous pourriez finir comme ça! C'est peut-être la première pub gaming qui utilisait la dissuasion comme argument de vente. La stratégie, elle reste discutable, le résultat par contre, lui, il est mémorable. Et on termine avec la reine de toutes les pubs ratées. Yoshi's Island sur Super Nintendo dans le milieu des années 90. À cette époque, le jeu vidéo essayait de se construire une image un peu sérieuse, cool, voire même respectable. Sega agressait ses concurrents, Sony arrivait avec ses pubs mystérieuses et artistiques, et le média voulait clairement être pris au sérieux. Nintendo a donc choisi de promouvoir Yoshi's Island, graphiquement l'un des plus beaux jeux de la Super Nintendo. Avec un homme qui s'empiffre frénétiquement de nourriture, un sandwich, gâteau, tout y passe. Son ventre gonfle, ça déborde et ça finit par péter. Bon, l'idée était censée illustrer que le jeu était tellement bon qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Comme manger quelque chose d'irrésistible, quoi. Le résultat, il est tellement en décalage avec le contenu du jeu qu'on ne sait même plus si Nintendo était en avance sur son temps avec l'humour absurde, ou s'ils avaient juste complètement raté leur brief. Ce qui est certain par contre, c'est que 30 ans après, on en parle encore. Et c'est peut-être ça la définition d'une grande pub. Même raté. Voilà pour ce top 10 des pubs du jeu vidéo français qui ont marqué l'histoire pour de mauvaises raisons. Mais quand même, ce qui est fascinant avec ces pubs, c'est qu'elles révèlent quelque chose de vrai sur leur époque. Une industrie qui cherchait son identité, des agences qui ne comprenaient pas vraiment leurs produits, et une liberté créative totale, parfois au détriment du bon goût. Est-ce que les pubs d'aujourd'hui sont vraiment meilleures? Techniquement, oui. Mais elles ont ce charme involontaire, cette énergie chaotique? Certainement pas. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces pubs vous a le plus choqué? Et si vous en connaissez une qu'on aurait dû mettre dans ce top, je suis curieux de la découvrir. Sur ceci, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche.
Faites attention à vous, faites attention aux gens que vous aimez, n'oubliez pas de vous hydrater. Peace!